Bonjour, bienvenue à cette ultime séance du séminaire Penser la pandémie Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Hélène de Potter, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Franche-Comté, membre du CRJFC et spécialiste du droit des pandémies. Je vous cite simplement le titre de sa thèse prémonitoire soutenue en 2013 à Paris 1, le droit international face aux pandémies vers un système de sécurité sanitaire collective. La parole est à vous, Hélène. Merci Arnaud et merci également à Patrick Giraudoux pour votre invitation collective à participer à cette série de séminaires sur Penser la pandémie. Je suis juriste et j'ai choisi de vous présenter les choses sous l'angle de la coopération internationale. Et mon propos vous présentera les choses parfois avec une perspective historique, et j'insisterai également sur certains développements contemporains. Alors j'ai choisi d'aborder quatre sujets. Le premier portera sur la compétence nationale. Je rappellerai que la compétence pour agir en matière sanitaire appartient toujours aux États et n'a pas été déléguée à une entité supranationale qui agirait pour le compte des États et en remplacement des États. Ensuite, je reviendrai sur une recherche d'équilibre entre protection de la santé et préservation des échanges, recherche d'équilibre qui est une sorte d'obsession depuis les origines de la coopération sanitaire internationale qui remonte au XIXe siècle. Dans un troisième temps, je parlerai d'un sujet qui a fait grand bruit. On a accusé l'Organisation mondiale de la santé de manquer d'indépendance vis-à-vis de la Chine. Donc, je reviendrai sur ces aspects avec certains éléments disponibles que j'ai pu collecter ça et là. Et enfin, je terminerai mon propos sur un projet qui a été annoncé par certains États qui souhaiteraient adopter un nouveau traité sur les pandémies. Et vous verrez que mon avis à ce sujet est plutôt pessimiste. Alors, je vais commencer par la question de la compétence nationale. Et je le disais en introduction, la compétence pour agir en matière sanitaire appartient aux États. Les États n'ont pas délégué l'exercice de cette compétence. Il n'y a pas d'autorité supranationale qui agirait à la place des États. Et par ailleurs, dans l'exercice de cette compétence sanitaire, les États, à ce jour, sont assez libres d'agir comme ils le veulent. Il y a des règles internationales qui encadrent quelque peu l'attitude des États ou qui parfois les obligent à agir dans un sens ou dans un autre, mais en matière sanitaire, ces règles internationales sont somme toute assez rares, en tout cas elles sont moins nombreuses que dans d'autres domaines. Par exemple, on peut penser au droit de la mer, au droit international humanitaire ou encore au droit international du commerce, où là, les règles sont nombreuses, sont précises, elles obligent les États à se comporter de telle ou telle manière. En matière sanitaire, certaines règles internationales existent, mais dans l'ensemble, les États restent assez libres d'agir. Alors, historiquement, dès le début du 19e siècle, il y a eu des tentatives qui ont été menées pour essayer d'harmoniser le droit sanitaire. Et on trouve un tel objectif d'harmonisation dans un rapport qui a été rendu par Ségur-Dupeyron en 1834, un Français. Dans ce rapport de 1834, Ségur-Dupeyron propose la conclusion d'un arrangement général, donc un accord international, dont le but serait de parvenir à un droit commun sanitaire lorsqu'une épidémie, lorsqu'une maladie infectieuse s'approcherait des côtes méditerranéennes et menacerait les États bordant la Méditerranée. Et si Ségur-Dupeyron a fait cette suggestion d'une harmonisation du droit sanitaire de l'époque, c'est parce que, comme l'a mis en évidence le professeur Proust, le père de l'écrivain, c'est parce qu'à cette époque, le droit sanitaire était assez fragmenté d'un État à l'autre. Il résume bien la situation en disant, je cite, « Chaque État avait un régime particulier ». Ici, on repoussait les provenances qui, là, étaient admises sans difficulté.
dans tel pays, on considérait comme contagieuse et importable une maladie qui, dans les pays voisins, était déclarée non contagieuse et non transmissible. La durée des quarantaines n'avait d'autre limite que celle que fixait la volonté d'administration, toute à peu près indépendante du pouvoir central. Les droits les plus divers et souvent les plus exagérés étaient imposés à la navigation. Il devenait impossible d'établir aucun calcul sur les chances d'une opération commerciale. Donc c'est ce constat, si vous voulez, d'un régime complètement anarchique et complètement différent d'un État à l'autre qui a conduit Louis-Napoléon Bonaparte à convoquer la première conférence sanitaire internationale qui s'est réunie à Paris en 1851, et l'objectif était ni plus ni moins d'adopter un code sanitaire officiel de la Méditerranée. Objectif ambitieux qui a débouché sur un échec. Les États ne sont pas parvenus finalement à accepter l'idée d'un code sanitaire officiel qui les réunirait. Et le professeur Adrien Proust expliquera rétrospectivement que cet échec est dû au fait que le texte qui avait été proposé lors de cette conférence imposait aux États, je cite, un système administratif uniforme ayant pour inconvénient grave de contrarier les habitudes propres à chaque pays. Donc on voit là une espèce de tension entre cette volonté des États, en tout cas cette volonté annoncée d'harmoniser leurs droits, et en même temps ce réflexe national et ce refus d'abandonner les pratiques nationales et les règles nationales. Aujourd'hui, en 2021, la situation a évolué, mais dans l'ensemble, les États demeurent assez libres d'agir en matière sanitaire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques instruments internationaux, mais ils sont peu nombreux, ou alors ils ont une portée assez sectorielle, une portée assez étroite. Et l'Organisation mondiale de la santé, qui a été créée en 1946, n'est en aucun cas une autorité supranationale qui agirait à la place des États. Et à cela s'ajoute qu'en matière sanitaire, sauf exception, les normes qui sont adoptées par l'OMS ne sont que des recommandations. Elles n'ont valeur que de recommandations, ce qui signifie qu'elles laissent les États libres d'agir dans un sens ou dans un autre. Alors, faut-il s'en réjouir ou faut-il au contraire essayer d'infléchir les choses? Pour moi, c'est une bonne chose que les questions sanitaires relèvent de la compétence nationale. Il paraît important que les États restent les premiers responsables de la santé de leur peuple. Il paraît important qu'ils n'abandonnent pas leurs compétences sanitaires et qu'ils restent libres d'agir en fonction du contexte national. Et cette approche a été réaffirmée récemment en 2020 à l'occasion de la pandémie de Covid-19 dans la résolution dont j'ai mis un extrait sur la diapositive, la résolution Covid-19, la résolution WHA 73.1. On retrouve cette idée. Les États réaffirment qu'il incombe au premier chef au gouvernement d'adopter et de mettre en œuvre des interventions pour faire face à la pandémie qui soient adaptées à leur contexte national. Et ils redisent après que les États sont appelés à tenir compte, simplement tenir compte des orientations de l'OMS et de toute façon selon le contexte national. Alors pour autant, il faudrait sans doute que les recommandations de l'OMS soient prises un peu plus au sérieux. Et je vais donner deux exemples. Alors, le premier exemple date du 10 janvier 2020, donc nous sommes vraiment aux prémices de ce qui allait devenir cette pandémie mondiale. Nous sommes 10 jours après la notification des premiers cas par la Chine. Le 10 janvier 2020, l'OMS met en ligne une série de lignes directrices sur l'examen des capacités nationales. Donc, ces lignes directrices sont conçues comme une liste de questions que les États sont invités à se poser à eux-mêmes. Et cette liste de questions, lue rétrospectivement, paraît particulièrement pertinente. J'en ai choisi un certain nombre. C'est assez long, mais je trouve ça très intéressant. Je vous propose qu'on passe en revue ces 6 questions que j'ai sélectionnées, parce que vous verrez qu'à posteriori, on se dit que les États auraient peut-être bien fait d'y accorder un petit peu plus d'attention. Donc, dès le 10 janvier, l'OMS
inciter les États à se poser la question à eux-mêmes de savoir quel test diagnostic spécifique au coronavirus le pays est-il capable de réaliser et combien d'échantillons par jour ces laboratoires sont-ils capables d'analyser. Par ailleurs, le pays dispose-t-il d'un plan de préparation et de réponse aux urgences nationales de santé publique capable d'appréhender les maladies respiratoires et les nouveaux coronavirus? Troisièmement, le corpus juridique du pays offre-t-il des lois spécifiquement destinées à s'appliquer en cas de maladies infectieuses, par exemple des lois sur les quarantaines ou des lois sur les restrictions à la liberté d'aller et venir? Quatrièmement, quelle est la capacité du pays en termes d'unités de soins intensifs? Cinquièmement, quelles sont les provisions de l'État en matière de ventilation mécanique, de masques FFP2, de masques chirurgicaux, de gants, de combinaisons? Et enfin, des équipements de protection personnelle sont-ils disponibles pour le personnel médical? Donc, vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OMS invite les États à faire une sorte d'inventaire de leurs capacités nationales. Et si ces capacités s'avèrent insuffisantes, eh bien l'État est implicitement invité à prendre les mesures qui s'imposent. Et donc, de fait, on voit que les États auraient été bien inspirés de prendre ce document un peu plus au sérieux. Une vingtaine de jours plus tard, le directeur général de l'OMS alertait et indiquait qu'il est encore possible d'interrompre la propagation du virus, pour autant que les pays prennent des mesures fortes pour détecter rapidement la maladie, isoler et traiter les cas, rechercher les contacts et réduire les contacts sociaux dans une mesure adaptée au risque. C'est encore quelque chose dont la suite des événements révélera la pertinence. Pourtant, en avril 2020, le directeur général déplorera que les États n'aient pas prêté assez d'attention à ces recommandations. Il dit que le monde aurait dû écouter l'OMS à l'époque. Nous n'avons pas le mandat pour obliger les pays à mettre en œuvre ce que nous leur recommandons. Il revient aux pays d'accepter ou de rejeter nos conseils, mais nous leur fournissons ces conseils sur la base des meilleures données scientifiques. Voilà. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, fera le même constat en mai 2020. Il déclarera que les pays ont suivi des stratégies différentes, parfois contradictoires, et nous en payons tous le prix fort. Et il ajoute que de nombreux pays ont ignoré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En conséquence, le virus s'est répandu dans le monde entier. Et pour finir, ce même constat sera fait en janvier 2021 par le groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie, dont vous avez les deux présidentes représentées sur la diapositive. Seule une minorité de pays ont pleinement exploité les informations disponibles, nous dit ce groupe indépendant. Donc vous voyez qu'il se dégage une certaine unanimité pour dire qu'il faudrait sans doute que les États accordent un peu plus d'attention aux recommandations de l'OMS. Alors ceci étant dit, et ça me permet de faire une transition avec le deuxième point dont je vais parler dans quelques instants, la sauvegarde de la compétence nationale et la marge de manœuvre dont continuent de bénéficier les États dans la mise en œuvre des recommandations de l'OMS n'ont pas eu que des inconvénients dans le cas de la pandémie de Covid-19. En effet, certains États comme la Thaïlande ou la Corée du Sud ont ignoré les recommandations de l'OMS en matière de voyages internationaux. Et il semblerait que cet esprit rebelle, récalcitrant face aux recommandations de l'OMS, leur ait été favorable. Ces États ont fait le choix de pratiquer le dépistage des voyageurs dans les aéroports dès le début du mois de janvier 2020, ce qui leur a permis de détecter les premiers cas importés depuis la Chine. Alors qu'à cette époque, au même moment, l'OMS expliquait qu'il ne fallait pas pratiquer de tels contrôles, ou en tout cas qu'elle ne recommandait pas de tels contrôles. A posteriori, il semblerait que ces recommandations de l'OMS en ce qui concerne les voyageurs, à savoir de ne pas pratiquer de contrôle, se soit révélé contestable, ce qui me permet d'en venir au deuxième point de ma présentation. Sur cette recherche
d'équilibre entre protection de la santé d'un côté et préservation des échanges internationaux, préservation du commerce international, préservation des voyages internationaux. Il y a un équilibre idéal qui serait celui d'une mesure qui porte un minimum d'atteinte aux échanges internationaux, tout en garantissant une sécurité maximale pour l'État et pour sa population face à une maladie contagieuse. Et cette recherche d'équilibre a été identifiée dès le XIXe siècle, elle est dans les préoccupations des États dès le XIXe siècle, dès les origines de la coopération sanitaire internationale, et c'est même cette recherche d'équilibre qui a incité les États à coopérer dans le domaine de la santé internationale, dans le domaine des maladies infectieuses. Alors j'ai trouvé, grâce aux archives et aux procès-verbaux des négociations internationales du XIXe siècle, j'ai trouvé cet extrait de l'allocution du docteur Mélier, qui est le représentant médical de la France lors de la première conférence sanitaire internationale organisée à Paris en 1851. Et le docteur Mélier accueille ses pairs en leur expliquant que d'un côté, il y a la santé publique, de l'autre côté, il y a la liberté des communications, voyage, commerce. Votre mission, ajoute-t-il, est de les concilier. Donc voilà, là l'objectif de conciliation est clairement affiché. Alors on parle de conciliation, mais parfois on peut se demander si en réalité l'objectif premier, ça ne serait pas en réalité de protéger les intérêts commerciaux. Et si je mets en avant cette idée, c'est qu'à l'article 2 du programme de la Conférence sanitaire internationale de 1851, on peut lire que les conférences dont il s'agit auront exclusivement pour objet d'arriver, dans l'intérêt du commerce, à s'entendre sur les questions de fait et d'application. Donc on voit que les intérêts commerciaux occupent une place prédominante. Et quand on parcourt le reste des procès-verbaux, on trouve plusieurs références à cette nécessité de prémunir le commerce des effets négatifs des mesures sanitaires qui peuvent être prises face à une maladie infectieuse. Donc, par exemple, là, un extrait du procès-verbal du 5 août 1851, où le ministre des Affaires étrangères de la France parle des préjudices qui sont causés au commerce en raison des mesures sanitaires. Le même jour, le ministre de l'Agriculture de la France dira « time is money » en référence aux mesures de quarantaine qui sont imposées aux marchandises et aux navires. Ben oui, une quarantaine, ça coûte de l'argent. Et c'est une préoccupation pour le ministre. Et puis, dernier extrait, où c'est le docteur Mélier, à nouveau le 6 septembre, qui rappelle que le commerce et la navigation se plaignent des gênes liées aux mesures sanitaires imposées par les gouvernements. Voilà, donc cette obsession de conciliation entre santé et intérêts commerciaux existe depuis les débuts de la coopération sanitaire internationale et on la retrouve aujourd'hui dans le texte applicable aujourd'hui qui s'appelle le Règlement sanitaire international qui a été adopté en 2005 et dont l'article 2, que j'ai reproduit sur la diapositive, reprend cet objectif de conciliation en indiquant que l'objet et la portée du règlement, ce sont de prévenir la propagation internationale des maladies, s'en protéger, la maîtriser et y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. Donc, vous voyez, avec cet article 2, on est dans l'héritage direct des conférences sanitaires internationales du XIXe siècle. Alors, selon moi, cet article mériterait de faire l'objet d'une réflexion quant à la méthode qui est suivie lorsqu'on fait face à un risque de maladie infectieuse. Alors, grâce à un code couleur, j'essaye d'être le plus clair possible. Le cœur de cet article, selon moi, c'est qu'il faut conduire une action de santé publique qui soit proportionnée et limitée au risque. Donc, selon moi, ça appelle à une méthode en 2 étapes. La première chose à faire en rouge, c'est tout d'abord d'évaluer les risques. Et cette évaluation des risques doit se faire sur la base des données scientifiques. Et c'est seulement quand on a évalué le risque qu'on peut passer à la 2e étape, à savoir prendre
les mesures, voilà, agir pour protéger la santé publique d'une façon qui soit proportionnée et limitée au risque. Mais la question qui se pose est la suivante, et la question qui s'est posée dans le cadre de la pandémie de Covid-19 est la suivante. Que fait-on lorsque les données scientifiques sont insuffisantes, lorsque la maladie est nouvelle, lorsque l'état concerné n'est pas parfaitement transparent? Que fait-on? Eh bien là, me semble-t-il, il y a un principe qui a vocation à s'appliquer, qui est le principe de précaution. Alors le principe de précaution, en droit international, possède un statut très disputé. Il est de plus en plus reconnu en droit international de l'environnement, il l'est moins en droit international de la santé, pour autant il n'est pas complètement inexistant. J'ai choisi deux exemples, un arrêt rendu dans le cadre de la Cour de justice de l'Union européenne qui reconnaît l'existence d'un principe de précaution dans le domaine de la santé publique, et puis un article de l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, SPS, un accord qui a été adopté dans le cadre de l'OMC et qui autorise les États à prendre provisoirement des mesures sanitaires lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes. Alors c'est assez surprenant, mais ce principe de précaution est complètement absent du règlement sanitaire international. Et il est absent dans le texte, mais il est également absent dans la pratique. Alors, pour conclure à cette absence, dans la pratique, je me suis amusée à reconstituer la chronologie des avis de l'OMS qui ont été publiés à compter de janvier 2020. Et j'ai mis en regard d'un côté les données scientifiques et de l'autre les recommandations faites par l'OMS. Et il en ressort que, alors que les données scientifiques sont extrêmement limitées face à ce nouveau virus, l'OMS ne recourt absolument pas au principe de précaution. Alors, je voudrais partager avec vous cette chronologie et cette mise en regard des données scientifiques et des recommandations. Voyons d'abord les données scientifiques. Alors, pour la première quinzaine de janvier, l'OMS reconnaît qu'il existe peu d'informations permettant de déterminer le risque global et qu'il faudrait davantage d'informations. Deuxième quinzaine de janvier, même chose. Les connaissances restent insuffisantes, nous dit l'OMS. Des enquêtes supplémentaires doivent être menées. Pour autant, une chose est nouvelle pendant la deuxième quinzaine du mois de janvier, c'est que certains États, comme la Thaïlande et la Corée, ont détecté les premiers cas qu'ils ont importés depuis la Chine grâce à la surveillance thermique pratiquée aux aéroports. Donc, pour conclure sur les données scientifiques très succinctement du mois de janvier, pour résumer, ces données scientifiques ne sont pas suffisantes, reconnaît l'OMS. On sait une chose, quelques États ont détecté l'importation de cas depuis la Chine grâce à la surveillance thermique. Alors maintenant, je voudrais mettre en regard ces éléments avec les recommandations qui sont formulées au même moment. Première quinzaine de janvier, l'OMS ne recommande aucune mesure sanitaire spécifique pour les voyageurs, en jaune. Elle l'est dit le 5, elle le répète le 10. Deuxième quinzaine de janvier, toujours en jaune, l'OMS continue de ne recommander aucune mesure sanitaire particulière concernant les voyageurs, alors que, à ce moment-là, on a eu les expériences thaïlandais et coréens sur le contrôle thermique dans les aéroports. Pourtant, vous voyez que ça ne change pas les recommandations de l'OMS. Et en bleu, élément intéressant, c'est que vous voyez que l'OMS se réfère systématiquement aux informations actuellement disponibles. Elle utilise cette expression systématiquement sur la base des informations actuellement disponibles. L'OMS déconseille toute restriction des voyages et du commerce avec la Chine. Selon moi, en se référant à ces informations actuellement disponibles, je cite, l'OMS se dispense de mener une réelle évaluation des risques que commande pourtant l'article 2 du règlement sanitaire international que j'ai reproduit tout à l'heure sur la diapositive. Et on sait que les risques peuvent être considérables, bien qu'on manque d'informations. Et c'est d'ailleurs pourquoi le principe de précaution a été élaboré, mais on voit que l'OMS n'a pas souhaité y recourir. Elle finira par changer sa doctrine très tardivement. En juillet 2020,
En juillet 2020, l'OMS change complètement son fusil d'épaule en déclarant, et là on fait vraiment un virage à 180 degrés, que la levée progressive des interruptions des voyages internationaux devrait s'appuyer sur une évaluation des risques approfondie. Donc là, vous voyez, c'est le contraire de ce qu'elle recommandait initialement. La règle étant qu'il faut garder, enfin, on a l'impression qu'il faut conserver ces interruptions, il faut maintenir ces interruptions des voyages et ne les lever qu'après avoir dûment examiné la situation. Alors, que peut-on en penser? Alors, en janvier 2021, le groupe indépendant sur la préparation et la riposte a déclaré que les restrictions au voyage étaient efficaces. 6 mois plus tard, dans son rapport final de mai 2021, il recommandera pour l'avenir l'adoption d'une approche de précaution en matière de voyages internationaux et d'échanges commerciaux, surtout lorsque la maladie en cause est une maladie respiratoire. Et on a également une étude parue au British Medical Journal qui conclut que les mesures relatives aux voyages qui ont été mises en œuvre par la Chine à Wuhan ont été efficaces. Voilà, donc pour l'avenir, l'un des défis de l'OMS, ça sera sans doute de faire place au principe de précaution. Et c'est un défi énorme car ça pose de gros enjeux, des enjeux en termes de stigmatisation des populations concernées, des conséquences économiques considérables, des conséquences sur le tourisme également. Et ça me fait une transition vers mon troisième point. Ça pose la question de savoir si l'OMS, à l'avenir, sera suffisamment indépendante des États membres pour recommander, en rupture totale avec la tradition héritée depuis le 19e siècle, pour recommander une approche de précaution dans un domaine aussi sensible que les échanges internationaux. Donc j'en viens à mon troisième point, cette question de l'indépendance du secrétariat vis-à-vis des États membres. Alors ça, c'est l'une des accusations les plus graves qui a été formulée à l'encontre de l'OMS et de ses experts. On a accusé l'OMS de manquer d'indépendance vis-à-vis de la Chine, et ce sont des accusations qui se sont cristallisées à l'occasion de la fameuse courbette qu'aurait fait le directeur général de l'OMS face à Xi Jinping. Alors, je suis assez démunie pour vous fournir une analyse de la question parce qu'il est impossible à qui que ce soit de pénétrer dans le fort intérieur du docteur Tedros pour sonder ses dispositions vis-à-vis du gouvernement chinois. Oui, la Chine a soutenu le candidat Tedros lors de sa candidature à la tête de l'organisation, mais c'est quelque chose d'absolument normal. Les directeurs d'organisations internationales sont élus par les États membres et donc reçoivent naturellement le soutien de tel ou tel État membre, et ça ne suffit pas en soi pour conclure au manque d'indépendance. Donc c'est un sujet sur lequel l'avenir permettra d'apporter des éclairages lorsque on pourra peut-être avoir accès à certains documents qui sont pour l'instant confidentiels, lorsque les langues commenceront à se délier. Donc si vous voulez, moi je peux difficilement dire si oui ou non il y a eu un manque d'indépendance. Ce que je peux faire néanmoins, c'est vous présenter pour commencer les éléments juridiques qui sont applicables au débat. Car il y a des éléments juridiques qu'on retrouve à l'article 37 de la Constitution de l'OMS et dans le statut du personnel. Donc en jaune, le directeur général et le personnel ne doivent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement. Ils doivent avoir, je continue en jaune, ils doivent avoir exclusivement en vue l'intérêt de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement. Et la contrepartie, si vous voulez, à l'inverse, en vert, les États membres eux-mêmes doivent s'engager à ne pas chercher à influencer le directeur général et le personnel et à respecter le caractère exclusivement international de leurs fonctions. Et ces principes que je fais figurer sur la diapositive s'appliquent également aux experts qui sont nommés par le directeur général, et je renvoie, si cela vous intéresse, au texte qui s'appelle le règlement applicable aux tableaux et comités d'experts à l'article 4.6. Voilà pour les aspects juridiques. Alors j'en viens maintenant aux faits. J'ai récolté
une série de faits publiquement disponibles qui permettent peut-être d'apprécier si l'OMS a fait preuve d'une complaisance particulière à l'égard de la Chine. Et sous réserve, bien entendu, des informations qui pourraient émerger à l'avenir, ma conclusion finale est que ça n'est pas évident. Il n'y a pas, si vous voulez, de signe manifestement évident d'une complaisance particulière de l'OMS vis-à-vis de la Chine. J'ai relevé certains éléments, donc ils valent ce qu'ils valent. Hein. Voilà, ce sont des indices objectifs que j'essaye de vous présenter. Alors, d'abord, on a reproché à l'OMS d'avoir tardé à tirer la sonnette d'alarme. Bon, pourtant, dès les 22 et 23 janvier 2020, dans une déclaration rendue publique, le comité d'urgence de l'OMS est convenu de l'urgence de la situation. Ce qui veut tout de même bien dire ce que ça veut dire. Voilà, la situation présente un caractère d'urgence. Et si retard il y a eu, il se situe plutôt du côté des États qui n'ont pas vraiment pris au sérieux cette alerte en date du 22 et du 23 janvier 2020. Et à cette même date, dans cette même déclaration rendue publique, le comité d'urgence a suggéré à la Chine une série de mesures qui ne sont traditionnellement pas recommandées à la légère, comme le dépistage au départ dans les aéroports et les ports internationaux. C'est quelque chose d'extrêmement rare que le comité d'urgence recommande cela. Donc, sous cet angle-là, on ne peut pas dire que l'OMS aurait fermé les yeux ou aurait fait preuve d'une complaisance particulière. Puis, le 30 janvier, une semaine plus tard, le comité est convenu que la situation remplissait désormais les critères d'une USPPI. Alors, USPPI signifie une urgence de santé publique de portée internationale. Vous voyez, donc c'est à nouveau une déclaration peu agréable vis-à-vis de la Chine. Alors, ce qui vient semer le doute, ceci étant dit, ce sont toutes les formules en jaune que j'ai soulignées, qui sont des formules flatteuses, assez curieuses. Le comité salue le leadership et l'engagement politique au plus haut niveau du gouvernement chinois, son engagement en faveur de la transparence et les efforts déployés pour enquêter sur la flambée en cours et l'endiguer. Et il ajoute que cette déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale doit être comprise dans un esprit de soutien et de reconnaissance envers la Chine. Ce sont des formules flatteuses qui sont assez curieuses. Elles sont en rupture de style par rapport avec le reste du document. Et ce sont des formules qu'on retrouve plus traditionnellement dans des échanges diplomatiques et pas dans des déclarations d'experts scientifiques. Elles sont un peu artificielles, elles donnent un peu l'effet d'être plaquées. Alors, que doit-on en penser? On n'a pas de verbatim, c'est une réunion qui a lieu à huis clos. On ne sait pas comment ce genre de formule est négocié, on ne sait pas si ça a été demandé par le gouvernement chinois. Selon moi, l'hypothèse la plus probable, c'est que ce comité d'urgence, qui est présidé par le professeur Didier Houssin, qui est professeur de chirurgie, qui était directeur général de la santé en France en 2005, qui a une longue expérience, il est habitué des comités d'urgence, c'est un habitué de l'OMS. Je pense que le comité d'urgence a sans doute cherché une solution équilibrée. Et une solution équilibrée, c'est véhiculer un message très fort et en même temps éviter de vexer l'éléphant dans la pièce, quoi, qui est le gouvernement chinois. Donc, de fait, si vous voulez, sur le fond, la déclaration, elle tire la sonnette d'alarme. Elle dit il y a urgence de santé publique de portée internationale, mais elle le fait en ménageant la susceptibilité de la Chine, qui est un État dont on ne peut pas se passer, si vous voulez. Un État dont la coopération est cruciale pour la protection de la santé publique mondiale. Donc, j'ai l'impression que le comité d'urgence, en dépit de ses formules flatteuses, a tout simplement cherché à prendre en compte les relations internationales contemporaines. Le comité d'urgence ne fonctionne pas dans un tube à essai, dans un vase clos. Et il me semble finalement que c'est une attitude plutôt intelligente d'avoir cherché à ménager la susceptibilité de la Chine. Troisième élément,
publiquement disponible. C'est une approche comparée que je vous propose entre différentes maladies dont l'OMS a eu à connaître. Et à chaque fois, je mets en regard la date à laquelle la maladie a été notifiée par l'État à l'OMS et la date à laquelle l'OMS a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale. Alors pour Ebola en Afrique de l'Ouest, pour Zika et pour Ebola en République démocratique du Congo, vous pouvez voir que plusieurs mois, voire presque une année, se sont écoulés entre la notification du premier cas à l'OMS par l'État et la déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale. Mais il faut comparer ce qui est comparable, et donc la Covid-19, je la rapproche plutôt de la pandémie H1N1 et du MERS-CoV, qui sont des maladies respiratoires. Alors là, on voit que pour H1N1, la première notification, c'était par le Mexique, je vous rappelle, c'était le 12 avril 2009. L'urgence de santé publique a été déclarée le 25 avril, donc une quinzaine de jours plus tard. Pour le MERS-CoV, première notification en 2012, l'urgence de santé publique n'a jamais été déclarée en dépit des préoccupations que cette maladie suscite. Et pour la Covid, première notification 31 décembre 2019 par la Chine, déclaration de l'urgence le 30 janvier. Donc c'est 2 fois plus long que pour H1N1. C'est 2 fois plus long, mais ça reste quand même un délai raisonnable, enfin je ne sais pas si on peut dire raisonnable, mais il n'a fallu entre guillemets qu'un seul mois, 30 jours, pour l'OMS pour déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. Bon, donc on appréciera. Et puis j'aimerais souligner que dans chacun de ces cas, y compris dans le cas de la Covid-19, le directeur général s'est contenté de suivre l'avis du comité d'urgence et de suivre son avis sans délai. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas tergiversé pour H1N1 comme il n'a pas tergiversé pour la Covid-19. Il a suivi le jour même l'avis du comité d'urgence. Quatrième élément, encore une fois, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui montre que, selon moi, c'est des indices qui montrent qu'il n'y a pas eu de complaisance particulière. En vertu de l'article 49 du règlement sanitaire international, le directeur général de l'OMS invite l'État partie sur le territoire duquel l'événement se produit à présenter ses vues au comité d'urgence. Or, je relève que le directeur général a favorisé une approche pluraliste. Il ne s'est pas contenté d'inviter la Chine, qui est l'État parti sur le territoire duquel l'événement se produit. Il ne s'est pas contenté d'inviter la Chine. Il a également invité le Japon, la Thaïlande, la Corée à présenter leur vue et à présenter leur vision des choses et à faire valoir leur point de vue au sein du comité d'urgence. Donc, le directeur ne s'est pas limité, si vous voulez, à un dialogue fermé avec la Chine. Il a interprété largement les termes de l'article 49 et il a permis à d'autres voix que celle de la Chine de s'exprimer. Et puis, dernier élément pour clôturer sur ce troisième point. Là, on est un peu plus tard dans le temps, on est en novembre 2020. La propagande de la Chine bat son plein pour essayer de détourner l'attention sur sa propre responsabilité dans l'événement. Une conférence de presse est organisée à l'OMS et un employé de la télévision centrale de Chine, un employé donc de cette chaîne de télévision rattachée directement au gouvernement, soulève la question de l'origine du virus et demande si le virus finalement n'était pas en train de circuler en dehors de la Chine avant que la Chine ne notifie les premiers cas. Et là, on a une réponse très ferme de l'OMS, dans la personne du docteur Ryan, fermeté de l'OMS vis-à-vis de cette tentative de la Chine de façonner le récit de la pandémie. Le docteur Ryan répond « There's no evidence » et « It's highly speculative ». Donc voilà, pas de preuve de cette thèse et ce serait hautement spéculatif de dire que la maladie n'aurait pas émergé en Chine. Donc pour conclure, vous voyez sur ces éléments que j'ai pu récolter de ci, de là, je relève, mais ça méritera d'être confirmé à l'avenir, bien évidemment, confirmé ou infirmé d'ailleurs. Je relève que finalement, l'OMS a sans doute eu une approche assez pragmatique vis-à-vis de la Chine, sans aller jusqu'à se compromettre. Elle a sans doute voulu éviter une confrontation avec la Chine, ce qui expliquerait certaines formules
un peu déférente à l'égard du gouvernement chinois, mais dans le fond, n'est-ce pas conforme à l'article 1.1 du statut du personnel qui demande aux membres du personnel d'avoir exclusivement en vue l'intérêt de l'Organisation mondiale de la santé? Ne peut-on pas estimer qu'en prenant en compte la réalité des relations internationales contemporaines, le secrétariat, finalement, sert les objectifs et l'intérêt de l'Organisation mondiale de la santé? Les relations internationales contemporaines sont ce qu'elles sont, malheureusement, et le secrétariat doit faire avec quelque part, et il me semble qu'on peut mettre ça à son crédit. Voilà, dernier point, et j'en aurai terminé. Je voudrais vous parler de cette initiative qui a été lancée par certains États d'un traité sur les pandémies. C'est une initiative lancée pour la première fois par Charles Michel, président du Conseil européen, en décembre 2020. Elle a été accueillie favorablement par le directeur général de l'OMS. Elle a été reprise dans une tribune qui a été diffusée dans le monde entier. Alors en France, c'était par le biais du journal Le Monde, le 31 mars 2020, vous l'avez peut-être vu passer. Une initiative plutôt européenne. Certes, il y a quelques États d'Asie, quelques États d'Afrique et quelques États d'Amérique du Sud qui s'y sont associés, mais ça reste essentiellement européen. Pour l'heure, cette initiative n'a pas reçu le soutien des États-Unis, de la Russie, de la Chine, et d'États importants comme le Brésil ou le Japon. Cette initiative a été discutée lors de la dernière Assemblée mondiale de la santé qui date de mai 2021. Et que peut-on retenir? Eh bien, que les États ont réussi à se mettre d'accord sur le principe d'un groupe de travail des États membres qui vont discuter de cette question d'un futur traité. C'est la résolution WHA 74.7. Mais, et la nuance est de taille, dans la décision WHA 74.16, il est précisé que ce groupe de travail d'États membres devra accorder la priorité à l'évaluation des avantages de l'élaboration d'une convention. Vous voyez, donc il ne s'agit pas pour le groupe de travail de se lancer dans la négociation du futur traité. On est en amont. Le groupe de travail devra uniquement discuter et évaluer les avantages d'un éventuel futur texte. Et la deuxième nuance, c'est que la porte est ouverte à ce que le futur texte ne soit pas un traité. Puisque, comme vous le voyez, il s'agit d'évaluer les avantages de l'élaboration d'une convention ou d'un accord, donc ça c'est un traité, mais peut-être aussi d'un autre instrument international de l'OMS. Donc ça ouvre la porte finalement à ce que ce ne soit pas un traité qui soit adopté, ça pourrait être une simple recommandation sans caractère obligatoire. Alors, je voudrais présenter une approche assez critique du projet porté par Charles Michel et repris par un certain nombre d'États européens et autres. En vous soumettant cette question, a-t-on réellement besoin d'un nouveau traité? Les avis sont partagés. Au CICR, par exemple, on a des responsables qui disent clairement non. De l'autre côté du spectre, on a le groupe indépendant sur la préparation et la riposte qui a rendu son rapport en mai 2021, qui dit oui, il faut un nouveau traité, il faudrait adopter une convention cadre sur les pandémies dans les 6 prochains mois. Et puis, on a au milieu le comité consultatif indépendant de surveillance de l'OMS, par exemple, qui, dans un rapport récent de mai 2021, se contente de prendre note, voilà, il prend note de cet appel lancé pour établir un nouveau traité, mais il se garde bien de dire qu'un nouveau traité serait nécessaire, et il ajoute qu'un tel traité devrait aider les États membres à se conformer aux dispositions du règlement sanitaire international. Autrement dit, le traité devrait aider les États à respecter un texte qui est déjà existant. C'est un peu troublant comme approche. Alors, pour ma part, je pense que oui, on pourrait réfléchir à des améliorations du droit sanitaire international. Peut-être que ça passerait par l'adoption d'un nouveau traité, mais je suis un peu sur la même ligne que le comité consultatif indépendant de surveillance. Je pense également qu'il est particulièrement regrettable que des instruments qui existent déjà, comme le règlement sanitaire international, ne soient pas correctement mis en œuvre. Et la mise en œuvre du règlement sanitaire international me semble être une priorité.
la priorité, c'est le renforcement de la mise en œuvre du règlement par les États. Pourquoi? Pourquoi est-ce fondamental de commencer par là? Eh bien, parce que ce texte contient un ensemble d'obligations techniques qui sont relatives à la détection des maladies sur le territoire de l'État, à la notification de ces maladies à l'OMS et au partage d'informations sur tous les événements sanitaires qui peuvent survenir sur le territoire d'un État où qu'ils surviennent. Ce texte est particulièrement important parce que les États sont dans une situation d'interdépendance face à la circulation des pathogènes et il paraît indispensable qu'ils mettent pleinement en œuvre les obligations que j'ai indiquées sur la détection des maladies, sur leur notification, sur le partage d'informations, pour éviter tout risque de maillon faible, pour éviter que parce qu'un État n'assure pas une bonne surveillance, il mette en péril la sécurité sanitaire mondiale. Et il me paraît d'autant plus intéressant d'investir dans ce texte, dans le règlement sanitaire international, que c'est un texte qui présente d'ores et déjà l'avantage d'être obligatoire et d'être universel grâce à une technique juridique particulière qu'on appelle l'opting out et sur laquelle je pourrais revenir au stade des questions si cela vous l'intéresse. Donc, c'est un instrument obligatoire et en plus universel. Donc, pour moi, il faut investir au maximum ce texte déjà existant afin qu'il soit parfaitement mis en œuvre. Et cette mise en œuvre complète ne nécessite pas l'adoption d'un nouveau traité. Cette mise en œuvre complète nécessite tout simplement un soutien technique qui est fourni par le secrétariat de l'OMS aux États membres, une assistance financière, parce que mettre en œuvre le règlement sanitaire international, c'est quelque chose d'assez exigeant qui peut nécessiter des investissements. Donc, il faudrait renforcer l'assistance financière fournie aux États membres et puis renforcer ce qu'on appelle le cadre de suivi et d'évaluation. Donc, c'est un ensemble de techniques qui ont été élaborées pour assurer un meilleur suivi dans la mise en œuvre du règlement. Donc, par exemple, il y a un système de rapport annuel. Les États doivent faire des rapports sur la mise en œuvre du texte. Il y a un mécanisme aussi d'évaluation externe. Il y a aussi la possibilité de faire des exercices de simulation et également des examens a posteriori. Donc, il y a eu un événement sanitaire, a posteriori, on fait un examen, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Donc, je pense que le recours à tous ces dispositifs devrait être généralisé, devrait être renforcé et pourrait même être complété par des outils complémentaires. D'ailleurs, il y en a un qui vient d'être élaboré à l'occasion de la pandémie de Covid-19 qui s'appelle l'examen périodique universel de l'état de préparation aux pandémies. Donc, l'idée, c'est de faire un examen périodique, c'est-à-dire à tour de rôle. À tour de rôle, on va examiner où en est l'État dans sa préparation aux pandémies. Et cet examen périodique universel a été élaboré en dehors de tout traité, il a été élaboré assez spontanément, ce qui montre que beaucoup de choses peuvent être faites sans nécessairement recourir à un nouveau traité. Je sais que j'ai déjà un petit peu abusé de mon temps, mais je vais pas tarder à conclure, rassurez-vous. Je voudrais dire un mot sur le fait qu'il faut que les États, comme je viens de le dire, mettent mieux en œuvre le règlement. Il faudrait aussi peut-être aider l'OMS à mieux mettre en œuvre le règlement. Et pour ça, me semble-t-il, il faut l'aider à mieux évaluer les risques. Et mieux évaluer les risques, ça veut sans doute dire investir dans la recherche. Mais encore une fois, à ce sujet, j'aimerais souligner que le 5 mai 2021, l'OMS et l'Allemagne ont annoncé la création d'un grand centre de recherche qui aura son siège en Allemagne, qui va accueillir des chercheurs du monde entier pour partager les connaissances et pour pouvoir mener des analyses des risques plus poussées, afin de pouvoir être mieux préparé face aux risques émergents, face aux virus émergents. Et vous voyez que ce centre de recherche a été créé assez spontanément, sans qu'il y ait eu besoin de recourir à un quelconque nouveau traité, ce qui montre que là encore, il n'y a pas forcément besoin de traité pour progresser dans le droit sanitaire international. Alors,
Bon, là, j'ai une vision un peu conservatrice des choses, en fait, vous vous en rendez compte. Si on essaye de voir au-delà, si on essaye de voir au-delà du règlement sanitaire international et que dans un élan d'optimisme, on se dit, oui, allez, on va négocier un nouveau traité. Alors, quel contenu pourrait avoir ce nouveau traité? Et ça sera ma dernière diapositive. Quel contenu pour ce traité? Les États qui portent le projet de traité, pour l'instant, n'ont donné quasiment aucune information sur le contenu de ce traité. On ne sait pas ce que pourrait contenir un tel traité. Alors, ce silence est largement complété par une série de rapports qui sont parus en mai 2021 et dont j'ai mis les références pour que vous puissiez vous y référer si cela vous intéresse. Je ne vais pas les synthétiser, je vous y renvoie. Tous ces rapports contiennent des propositions intéressantes, mais j'aimerais rappeler, pour terminer, que les faiseurs du droit international, ce ne sont pas les rédacteurs de rapports. Les faiseurs de droit international, ce sont avant tout les États. Ce sont eux qui créent le droit international et qui décident des normes applicables. Or, à supposer que le principe d'un traité soit accepté par tous les États, si ce traité contient des stipulations trop clivantes ou trop ambitieuses, il y a un réel risque que ce traité ne soit pas ratifié par des États majeurs et qu'en définitive, il reste lettre morte. Et je voudrais juste prendre un exemple et terminer sur cet exemple. Vous avez certainement entendu les uns et les autres dire qu'il faudrait pouvoir mener une enquête indépendante sur le territoire de l'État qui est concerné par une maladie infectieuse. C'est une excellente idée. Simplement, cette idée n'est pas au goût de tous les États. Et comme vous pouvez le voir ici, je vous ai mis un extrait d'un projet de résolution qui était en cours de négociation à l'OMS en 2021. Il s'agissait de renforcer les capacités de santé publique de l'OMS et d'être capable de détecter des événements de santé publique nécessitant, alors, selon les États-Unis et l'Australie, les événements de santé publique nécessitant une enquête. Le mot voulu par les États-Unis et l'Australie, c'était enquête. Et vous voyez que la Chine, la Russie et la Syrie, entre crochets, réclament la suppression du mot enquête et son remplacement par le mot évaluation, qui est un mot beaucoup moins intrusif que le mot enquête. Donc les idées, si vous voulez, les idées des experts, les idées des tiers ou des observateurs peuvent être excellentes sur le papier, mais il serait illusoire d'imaginer qu'on pourrait imposer une enquête indépendante à des États comme la Chine ou comme la Russie. Et on ne peut malheureusement pas faire fi de ce que les États restent les maîtres de leurs propres engagements et que rien ne pourra leur être imposé sans leur consentement. Et dans l'état des relations internationales actuelles, la perspective d'un futur traité sur les pandémies paraît donc assez illusoire. Et c'est sur cette note quelque peu pessimiste que je vais terminer ma présentation. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Alors, chacun peut lever sa main. Je sais qu'il y a déjà une question de Patrick. On va tout de suite lui donner la parole. Bonjour. Bon, super. Ben, je crois avoir tout compris. C'est quand même une performance parce que le droit n'est quand même pas facile. Oui, ma question est la suivante. C'est que, bon, on va faire des traités peut-être, apparemment non, mais en l'état actuel pour le moment, s'il y avait des manquements avérés de la part de l'OMS ou des erreurs d'appréciation graves, est-ce qu'il y a, du point de vue du droit international, des possibilités de retour pénal ou quelque chose comme ça? Le mot est peut-être fort et le mot est peut-être inadéquat quand je dis pénal, mais l'idée est que quelque part, on peut appliquer un principe de précaution qui, en même temps, on a un principe de responsabilité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe des textes ou des habitudes qui mettent les deux l'un en face de l'autre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'applique pas le principe de précaution, si on prend des mauvaises décisions, ah ben on est quand même pénalement responsable. Alors, la perspective de poursuite pénale est à exclure en l'état actuel du droit international, tant du point de vue de l'organisation que du point de vue des membres du personnel. Donc, il n'existe pas de responsabilité pénale des organisations internationales. Et il existe à l'OMC quand même, l'Organisation mondiale du commerce.
Il y aurait des recours devant les tribunaux? Il peut y avoir des recours, mais c'est de la responsabilité internationale qui n'est pas une responsabilité de nature pénale, avec des infractions pénales et des peines pénales. On est en matière de droit des traités et de respect des engagements internationaux de l'État, mais qui n'ont pas de nature pénale. Qui n'est pas de nature pénale. Donc, on pourrait envisager une mise en cause de la responsabilité de l'OMS en tant qu'organisation internationale. Il y a des règles juridiques sur cette question qui portent sur l'engagement de la responsabilité internationale des organisations internationales. Cependant, donc, je répète que ça n'a pas de nature pénale. Et en outre, même si certains seraient dans une posture un petit peu vindicative pour engager la responsabilité de l'OMS pour ses éventuels manquements, je ne vois pas bien, si vous voulez, concrètement quel profit on pourrait en tirer. Si vous voulez, en termes d'énergie que ça demanderait, en termes de difficultés juridiques que ça poserait et en termes de résultats concrets, je crois que la balance pèse en faveur d'une abstention dans tout, sur ce genre de chemin. Et vis-à-vis des États, alors? Alors, vis-à-vis des États, la responsabilité pénale des États n'est pas reconnue en droit international. Il existe une responsabilité pénale des individus qui est reconnue en droit international, mais ça concerne un champ vraiment très spécifique. Ça concerne les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide. Donc là, on voit quand même qu'on est vraiment loin du compte. Donc, on pourrait imaginer un engagement de responsabilité internationale de l'État, mais encore faudrait-il identifier un manquement juridique. Alors, quelle obligation juridique pourrait avoir été violée? Donc là, on peut trouver des choses. En particulier, le règlement sanitaire international n'a pas été parfaitement respecté par un certain nombre d'États, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment par la Chine, en termes de partage d'informations. En toute transparence, comme l'exige le règlement sanitaire international. Mais se pose ensuite la question du forum. Devant qui va-t-on porter une telle action? Alors, il y a un mécanisme de règlement des différends qui est prévu par le règlement sanitaire international et par la constitution de l'OMS. Il n'a jamais été utilisé. Récemment, les États ont demandé au directeur général, je crois, de faire le point un peu sur l'utilisation de ces mécanismes de règlement des différends, mais moi, à ma connaissance, ça n'a jamais été utilisé. Peut-on envisager un recours devant la Cour internationale de justice? Tout dépend si l'État visé a reconnu la compétence de la Cour pour l'accusation dont il est victime. Et ça ne va pas de soi. À chaque fois qu'on envisage de porter une affaire devant la Cour internationale de justice, il faut se poser la question du consentement de l'État à la compétence de la Cour. Ça, c'est du cas par cas. Il faut regarder au cas par cas si l'État qu'on veut attraire devant la Cour a accepté la compétence. Et dans le cas de la Chine, par exemple, la Chine n'a pas accepté n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de justice, ou ça serait extrêmement difficile de faire reconnaître la compétence de la Cour en ce qui concerne la Chine. Ça mériterait une argumentation juridique étayée et assez audacieuse. Ce serait très compliqué. Ok. Merci. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres petites mains. Je lis à ce moment-là les questions qu'il y a pour l'instant dans le chat, puisque donc Patrick avait déjà posé la question de savoir s'il y a aucun moment avant juillet, l'OMS n'avait recommandé la limitation des voyages. Aliénor, ensuite, que penser du très grand retard de l'OMS à reconnaître la contamination par aérosol, 30 avril 2021? Et ce à quoi Patrick avait déjà répondu, la suspicion de ce mode de transmission est arrivée très tôt, mars ou avril 2020, via une étude italienne corrélative. Et Sarah vient d'ajouter une question, mais dans ce cas, que veut dire que le RSI est obligatoire s'il n'y a pas de sanction quand on ne le respecte pas? Hélène, je vous laisse faire le tri dans les questions que vous voulez répondre, dans l'ordre que vous voulez. Alors, je vais commencer par la première. À un moment avant juillet, l'OMS n'a pas recommandé la limitation des voyages. Non, effectivement,
l'OMS a agi par paliers et avec, si vous voulez, elle a progressivement changé son fusil d'épaule, mais elle a progressivement fait bouger les lignes, mais sans que le message soit parfaitement clair. Donc, comme vous l'avez vu en janvier, le message était très clair là. Pas de restrictions. Pas de restrictions au commerce, pas de restrictions au voyage. Simplement, la Chine était destinataire d'une recommandation de pratiquer les dépistages. Ensuite, on a eu, le 24 janvier, une déclaration assez ambiguë. D'un côté, l'OMS déclare que les dépistages sont insuffisants parce qu'on peut passer à côté d'un malade, parce que quelqu'un peut être porteur du virus mais sans avoir de symptômes, donc on passerait à côté. Donc là, l'OMS souligne le manque si vous voulez, d'efficacité de ces pratiques, mais elle reconnaît juste après, elle dit cependant, je dois reconnaître que la majorité des cas exportés depuis la Chine ont été détectés grâce au contrôle thermique aux aéroports. Voilà. Donc, vous voyez, elle est complètement ambiguë. Ce n'est pas parfaitement efficace, mais je dois reconnaître que c'est comme ça qu'en pratique, on a détecté les premiers cas, 24 janvier. 29 février, gros exercice de contrition par l'OMS, où en gros, elle explique que d'une manière générale, les données montrent que l'application des restrictions à la circulation des personnes et des biens pendant les situations d'urgence sanitaire sont inefficaces dans la plupart des cas. Mais elle ajoute juste après que, cependant, dans certaines circonstances, des mesures restreignant la circulation des personnes peuvent s'avérer temporairement utiles. Là encore, c'est ambigu. Elle ajoute juste après que, de toutes les manières, des mesures qui restreignent les voyages de façon importante se justifient seulement au début d'une flambée épidémique parce qu'elles permettent de gagner du temps. Donc là, rétrospectivement, on se dit que si l'OMS avait recommandé de telles mesures au tout début de la pandémie, peut-être que ça nous aurait permis de gagner du temps. Et elle ajoute enfin que, quoi qu'il en soit, le seul contrôle de la température à la sortie ou à l'entrée des voyageurs n'est pas un moyen efficace. Oui, elle dit le seul contrôle, mais ça signifie implicitement, si on lui adjoint autre chose, ça pourrait devenir efficace. Donc, bien malin est celui qui peut s'y retrouver dans ces recommandations contradictoires. Et finalement, c'est le 30 juillet, c'est la diapositive que je vous ai présentée, c'est là qu'on parvient à une doctrine beaucoup plus claire qui est que la levée progressive devrait répondre à une évaluation très, très attentive des risques. Donc, tous les observateurs ont conscience du fait que l'OMS était en train de changer sa doctrine et il est vraisemblable qu'à l'avenir, lors des prochaines flambées, l'OMS accordera un peu plus de considération à cette question et peut-être que le dogme de la liberté des échanges, de la liberté du commerce qui prévaut dans les échanges internationaux depuis le 19e siècle finira par se fissurer et laissera place au principe de précaution. Mais tout ça doit être soigneusement évalué. Alors, sur la question d'Aliénor Bertrand, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas étudié cette question. Alors, le récit est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction. Donc ça, c'est le propre du droit international. Le droit international est obligatoire et les mécanismes de sanction sont extrêmement rares. Pour autant, le texte reste obligatoire. Alors, c'est vrai que c'est assez perturbant quand on est habitué à un système national où nous sommes soumis à la loi et si nous ne respectons pas la loi, il n'y a pas de sanction. Simplement, les choses ne fonctionnent pas comme ça dans les relations interétatiques. La conséquence d'une violation du droit
en droit international, c'est qu'on peut engager la responsabilité de l'État, soit directement par des négociations bilatérales, et on adressera une demande à l'État, mais l'État est libre de nier la violation du droit international. L'État est libre de nier et bien souvent, les choses peuvent s'enliser et ne jamais donner lieu à quoi que ce soit. Hypothèse cependant possible, bien que rare à l'échelle de tous les différends internationaux, la saisine d'un juge. Et bien là, le juge reconnaîtra ou ne reconnaîtra pas la violation du droit et il en tirera les conséquences. Alors, il peut y avoir des conséquences en termes d'indemnisation. Lorsque le droit international a été violé par un État, cela engage sa responsabilité et cela implique une obligation de réparation qui peut prendre la forme d'une compensation financière, qui peut prendre la forme aussi de ce qu'on appelle une satisfaction, c'est-à-dire une forme un peu plus souple, une reconnaissance de responsabilité, la formulation d'excuses publiques. Voilà. Mais on est loin des mécanismes auxquels on est habitué en droit interne. Quel juge? Un juge national? Non. Les juges nationaux ne sont pas compétents pour connaître des questions de responsabilité des États, car les États bénéficient d'une immunité en droit international. Un État ne peut pas être attrait devant un juge d'un autre État, parce que les États sont souverains et sont également souverains. Si vous voulez, ils sont dans une situation d'égalité souveraine. Et ce principe d'égalité interdit qu'un État puisse être jugé par le juge d'un autre État, parce que ça serait soumettre le premier au deuxième, en contradiction avec le principe d'égalité souveraine. Donc, seul un juge international peut connaître d'une question de responsabilité internationale de l'État. Encore faut-il que les États concernés aient consenti à la compétence de ce juge international, ce qui ne va pas de soi. Et je me posais juste la question à cet égard. On a vu parfois la compétence universelle, par exemple, pouvait se reconnaître, il y a des juges en Belgique sur des questions de droit international. On ne pourrait pas avoir, je ne dis pas que ça impressionnerait la Chine, mais est-ce que ce type de démarche pourrait avoir lieu? La compétence universelle concerne la responsabilité pénale des individus, donc des personnes privées. Et elle concerne essentiellement les grands crimes, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide. Donc là, on est décalé par rapport à cette configuration. Quand je vous entends, bon, crime contre l'humanité, mais un grand manquement sanitaire peut être à la limite une sorte de crime sanitaire. Oui, mais là, pas un crime contre l'humanité, bien entendu, c'est pas délibéré contre encore que. Oui. Alors là, vous êtes dans l'interprétation et je ne doute pas que certains juristes, parce qu'ils doivent défendre un cas, oseront aller vers ce genre d'interprétation assez poussée. Cependant, il y a une chose importante en droit pénal, c'est le principe de l'égalité des délits et des peines. On peut être condamné à quelque chose en droit pénal que si c'est prévu par la loi. Et si vous voulez rattacher des questions sanitaires aux crimes contre l'humanité, si ce n'est pas expressément prévu, c'est contre le principe de l'égalité des délits et des peines. Et donc, il y a peu de chances que ça prospère. J'avais une petite question, mais je vois qu'il n'y a pas de petite main là pour l'instant, sur l'impact qu'a pu avoir le retrait momentané américain sur l'OMS et sur l'ensemble de la gestion du dossier. Est-ce que c'est quelque chose qui était de nature à avoir un impact ou tout le monde se disait bien qu'ils allaient revenir à un moment ou à un autre? Cette annonce par le président américain Donald Trump, bon, si vous voulez, ça, c'était pas étonnant en soi, puisque le président Trump s'est lancé dans une pratique massive de sortie des organisations ou des traités. La sortie aurait eu lieu si le président Biden n'avait pas été élu, puisque Donald Trump a notifié
C'est-à-dire que d'un point de vue procédural, il avait enclenché les choses, il avait suivi la procédure prévue pour se retirer. Donc si Joe Biden n'avait pas été élu, il est vraisemblable que les États-Unis se seraient retirés de l'OMS. Et ça a fait prendre conscience de la vulnérabilité de l'OMS, puisque les États-Unis sont le premier contributeur au budget de l'OMS. Donc si les États-Unis se retiraient, c'était le premier contributeur au budget de l'OMS qui se retirait. Et donc, avec la perspective du précédent de l'UNESCO, puisque les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO, et cette organisation se trouve dans une situation financière assez délicate depuis ce retrait. Donc, ça a fait prendre conscience de l'importance de renforcer l'autonomie de l'Organisation mondiale de la santé face à ses principaux contributeurs. Merci. Question de Frédéric. Claire, puis Aliénor. Oui, j'avais deux petites questions. D'abord sur le principe de précaution. Je voulais savoir donc quand vous ameniez ce principe, vous disiez clairement que ce n'était pas un principe qui règle la politique de l'OMS, c'est plutôt un principe qui vaut dans les politiques commerciales ou dans les politiques de l'environnement. Et vous citiez, je crois, un avis de la CJE, donc c'était la Cour de justice européenne, c'est ça? Donc, mais voilà, est-ce que à vos yeux, il y a une compatibilité entre ce principe de précaution pour l'environnement et pour le commerce et la politique de préparation qui règle donc les activités de l'OMS? Et puis l'autre question que je me posais depuis le début, mais en fait la question sur les États-Unis m'a permis de la préciser, c'est que c'est quelle est la différence entre la responsabilité d'un État et celle d'un gouvernement? C'est-à-dire, on voit bien que là, les États-Unis ont été assez irresponsables dans leur gestion de la pandémie, mais parce qu'elles avaient un président irresponsable. Et bon, au soulagement global, il y a eu une nouvelle gouvernance qui a été adoptée. Et finalement, l'inquiétude par rapport à la Chine, c'est aussi le fait qu'on a un gouvernement qui s'est instauré de façon dictatoriale, qui n'a pas de possibilité d'être renversé. Alors que j'ai l'impression que dans les possibilités que vous évoquez d'un État qui reconnaît sa responsabilité, il y a finalement le fait que le changement de gouvernement permet de critiquer la politique sanitaire qui avait été menée précédemment. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé au moment du SRAS en 2003, puisqu'en fait c'était justement au moment d'un changement de gouvernement, de changement de présidence de la République populaire de Chine, que la Chine était passée d'un déni de l'épidémie à une reconnaissance de sa gravité. C'est deux questions complètement différentes, hein, mais l'une sur précaution et l'autre sur voilà, gouvernement. Alors, pour le principe de précaution, il n'y a pas d'incompatibilité du tout. Au contraire, le fait que le principe de précaution soit de plus en plus reconnu en droit international de l'environnement, c'est un chemin qu'on peut suivre. On dit, on pourrait d'autant plus l'étendre au droit de la santé. Si vous voulez, le fait qu'il soit reconnu en droit international de l'environnement, c'est un bon argument pour dire que finalement, il n'y a peut-être pas de raison que ce principe n'investisse pas également le domaine de la santé publique. On manque un peu de pratique, alors qu'en droit international de l'environnement, on a un certain nombre de textes qui concrétisent ce principe ou qui reprennent ce principe. On a de la jurisprudence internationale aussi. En matière de santé publique, on a moins de choses, on a moins de précédents, on a moins de textes et on a moins de jurisprudence. Mais voilà, le champ est libre, mais relèvera du choix des États et de l'audace dont pourra faire preuve l'OMS ou pas lorsque la situation se présentera à nouveau. Alors, sur la responsabilité de l'État et de gouvernement, je n'ai pas bien saisi la question. Je n'ai pas bien saisi votre question et j'en suis désolée. Je vais peut-être avoir une réponse de juriste qui va vous paraître complètement à côté de ce que vous aviez en tête. Du point de vue international, on ne fait pas de différence entre gouvernement et État, parce que le gouvernement représente l'État, si vous voulez. On parle de responsabilité de l'État. Et l'action du gouvernement, c'est l'action de l'État. Voilà, l'action du gouvernement engage, le cas échéant, la responsabilité internationale de l'État. Du point de vue interne, on peut parler de responsabilité de gouvernement, c'est pertinent. Ça renvoie aux mécanismes constitutionnels qu'on connaît dans nos constitutions, motions de censure, etc., renversement de gouvernement.
D'un point de vue juridique, c'est ça que met votre question, mais j'ai bien le sentiment que ce n'est pas exactement ce vers quoi vous vouliez m'emmener. Non, effectivement, du point de vue juridique, donc l'État ne se distingue pas du gouvernement, mais c'était plutôt du point de vue de l'acceptabilité d'une sanction finalement. C'est-à-dire que un État ne va pas revenir sur sa politique sanitaire, sauf si le gouvernement change. Et il acceptera à ce moment-là d'être critiqué pour la gestion du précédent gouvernement. Mais c'est pas de la sanction, c'est plutôt de la critique en fait. Critique, oui, mais si ça ouvre la porte à un engagement de sa responsabilité internationale, je ne suis pas sûre que le gouvernement successeur acceptera plus. Si vous voulez, d'un point de vue de politique interne, oui, on peut imaginer un nouveau président qui tape sur la politique sanitaire du président précédent. Mais du point de vue du droit international, si ça peut difficilement... le chef de l'État fera attention, si vous voulez, à ce que ça ne conduise pas à une reconnaissance de responsabilité internationale, parce qu'il veille quand même à la sauvegarde des intérêts de l'État qu'il dirige. J'ai ouvert le micro à Claire Weil. Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas sur la caméra non plus, donc je ne sais pas si vous pouvez me voir. Enfin, moi, je vous vois, donc c'est... Vous pouvez poser la question, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, moi, je suis venue sur les conseils de Marie-Angèle, en fait, puisqu'on a échangé depuis très longtemps. J'ai travaillé récemment sur l'histoire des politiques d'environnement et aussi du principe de précaution à travers un environnementaliste, Konrad von Moltke. Et moi, j'ai beaucoup aimé la présentation, donc je n'ai pas tellement de questions à ce stade. J'ai beaucoup aimé effectivement le fait de partir des relations échange-santé, puisque moi, j'ai pas mal travaillé sur justement la question des relations environnement-commerce et aussi de l'historique du principe de précaution. Ce que j'ai juste envie de dire comme commentaire, c'est que avec cet arrière-fond, c'est-à-dire en étant totalement incompétent dans le secteur de la santé et en particulier dans son idée pandémie, je trouve qu'en relation de miroir, regardez comment évolue le champ de la santé suite de la pandémie par rapport aux autres champs politiques. Donc on a parlé ici de différentes choses, hein, du commerce, on peut parler aussi de questions de propriété intellectuelle. Il me semble que le champ de la santé est tiraillé entre celui de l'environnement d'une certaine façon et du commerce de l'autre. Et je trouve que travailler de façon comparée sur les perspectives historiques de l'évolution de la santé par rapport à d'autres champs au niveau international, voire européen, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, cette présentation que je suis aujourd'hui m'a vraiment interpellée de plusieurs façons. Voilà, c'est tout. Je suis désolée de ne pas avoir pu, ni d'avoir eu connaissance du séminaire plus tôt. Je pense que j'aurais été très intéressée à le suivre. Donc, j'ai peut-être deux questions. Est-ce qu'il y aura des traces? Vous avez parlé d'un ouvrage. Est-ce qu'il y a des traces des séances précédentes que l'on pourrait se procurer? Et puis, j'ai aussi une question. Alors, moi, je suis en train de lire le livre de Frédéric. Je suis un petit peu au début. Et cette question de comment est-ce qu'on place la préparation par la précaution m'intéresse. Et je ne sais pas si Frédéric aurait lui-même des choses à dire sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Pour les traces, je peux vous dire que tout est sur YouTube. Ok, super. Toutes les conférences qui ont lieu. Je ne sais pas si Hélène souhaite ajouter quelque chose. Non, je vais dans le même sens que Madame Veil. Le droit international de l'environnement, dans une certaine mesure, peut entraver la lutte efficace contre les maladies infectieuses. C'est quelque chose sur lequel je travaille par ailleurs, qui est un peu compliqué d'expliquer là, mais c'est relatif à la protection de la biodiversité. Sauf que la biodiversité, ça inclut les virus. Donc, il y a des règles qui protègent la biodiversité qui n'ont pas lieu de s'appliquer pour protéger les virus. Et pourtant, elles s'appliquent et ça pose des problèmes. Et puis deuxième élément, il y a un effort là qui est fait pour réunir tous ces aspects, environnement, commerce, santé, c'est le fameux One Health. Bon, je crois que tout le monde en a entendu parler. Et là, l'OMS se lance dans cette dynamique en compagnie de la FAO
et de l'UNEP, ainsi que le PNUE, ainsi que l'Organisation mondiale pour la santé des animaux. Donc, il va y avoir de nombreux développements à venir à ce sujet, collaboration entre les vétérinaires, les experts de l'alimentation, de l'environnement et de la santé humaine. Merci. Je vais donner la parole à Aliénor qui avait une question encore. Et puis, voilà, on est presque à la fin de notre... Je donne la parole à Aliénor. Hop. Voilà, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Donc, je voulais éclairer un peu la question sur disons, le très grand retard de l'OMS à prendre en compte la transmission par aérosol, parce que ce qu'elle pointe évidemment, c'est l'articulation entre les connaissances scientifiques et les recommandations internationales, enfin, bon, qui est un problème général qu'on trouve aussi sur les questions du climat, évidemment. Mais là, j'étais un petit peu surprise d'apprendre, parce que je ne savais pas du tout que, donc, apparemment, il y avait une orientation du côté de la création de centres de recherche qui seraient liés à l'OMS, sur proposition de l'Allemagne. Alors que, bon, on peut quand même imaginer que déjà la transparence sur les sources des recommandations et donc la publication des sources scientifiques ou disons la possibilité pour le public et les gouvernements d'avoir accès à ce qui fonde scientifiquement les recommandations, ça me semble quand même être quelque chose de très urgent, qui pointe du coup, disons, vraiment l'articulation entre connaissances scientifiques et puis recommandations, au sens où, là, on a l'impression, mais je ne sais vraiment pas assez, donc c'est peut-être tout à fait faux ce que je dis, qu'à l'intérieur même de l'OMS, qui est comme une organisation intergouvernementale, on ne sent pas l'indépendance d'un pôle qui soit vraiment un pôle de publication ou de sources ou d'archivage, enfin bref, d'accès à l'information scientifique, qui reste, l'information scientifique, on l'a trouvée dans les revues, on l'a trouvée sur des plateformes, on l'a trouvée un peu partout. Puis il y avait les recommandations de l'OMS. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas, enfin voilà, une espèce d'autorité indépendante de santé qui ce n'est pas nécessairement un pôle de préconisation, mais enfin disons, d'analyse des sources et puis de publication des sources ou de renvoi à des sources publiées, mais bon, voilà. Alors, l'OMS travaille, travaille avec de nombreux experts scientifiques. Simplement, l'OMS manque de moyens. L'OMS manque cruellement de moyens. L'OMS est sous-financée. Elle fonctionne sur la base d'un budget totalement indigent par rapport à l'ampleur de ses missions. Donc l'OMS travaille déjà sur la base de recherches scientifiques menées par des experts. Mais là, la pandémie, si vous voulez, a mis en lumière la nécessité d'investir considérablement dans la recherche, d'où l'annonce de ce qu'on appelle le Global Hub. Donc, ce serait une institution de recherche qui serait établie un peu sur le modèle du CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, voilà, pour multiplier cette capacité de conduire de la recherche sur les virus émergents et réémergents. Alors oui, on peut se dire que ça arrive un peu tard, que tout ça devrait exister depuis fort longtemps, mais jusqu'à présent, l'OMS a constamment été sous-financée et donc heureusement que l'Allemagne a annoncé qu'elle financerait ce centre de recherche parce que l'OMS en elle-même n'a pas les moyens d'assurer le financement d'un tel projet. Merci. Alors, il y a encore des mains qui se lèvent. On peut encore prendre quelques minutes. J'ouvre les micros de Patrick. Oui, vous êtes juste pour signaler mon relatif pessimisme sur la mise en œuvre des concepts de One Health, parce que ça fait à peu près 20 ans qu'on défend cette idée-là, y compris dans l'OMS, que tous les colloques qu'on voit annoncer One Health, on doit travailler ensemble avec le fameux triptyque environnement, santé humaine, santé animale. Et en fait, ça se résume souvent à un dialogue entre médecins et vétérinaires, point barre. Ce qui limite les remontées qu'on pourrait avoir en amont des épidémies et dans une typologie d'écosystème qui pourrait vraiment servir à ce moment-là à la prévention. Alors, il faut aller par là, et d'ailleurs, il faut les pousser à aller par là,
mais la souplesse intellectuelle, l'agilité intellectuelle qui permettrait justement de travailler en pluridisciplinarité, on est encore loin de l'avoir atteinte. Et pour le coup, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait souligner, Arnaud, cette nécessité-là dans le futur ouvrage. Mais le souligner une fois de plus, parce que depuis le temps que je m'entends parler, je n'en peux plus, quoi. Voilà, c'était ma petite contribution un peu pessimiste, malheureusement. Mais optimiste dans le fait qu'il faut continuer. Claire, vous vouliez ajouter aussi quelque chose? Oui, parce qu'on parle de recherche, mais très rapidement, hein, je voulais signaler qu'il y a une initiative internationale de recherche qui s'attaque à ce qui se passe en amont des pandémies, hein, c'est-à-dire ou des épidémies, c'est-à-dire travailler sur comment les empêcher, faire de la surveillance très en amont, qui a été lancée One Planet Summit donc au début de l'année. Alors, on lui souhaite effectivement un grand avenir, et comme vous le signaliez, Patrick, hein, donc des travaux en interdisciplinarité. Donc, c'est juste un point. Un autre point que je voulais signaler également, c'est que on entend aussi beaucoup parler de GIEC, hein, qui serait adossé à un traité. Alors moi, je rejoins tout à fait les propos d'Hélène, hein, sur comment dire, je suis très dubitative sur un traité, et je suis aussi très dubitative quand on connaît ce qui s'est fait historiquement dans le domaine du climat notamment, sur le fait de travailler sur un traité qui aurait comme objet le risque lui-même, alors qu'il faut travailler bien évidemment sur les moteurs qui vont créer ce risque. Voilà, c'était deux petits éléments que je voulais rajouter. Merci. Merci. Hélène, est-ce que vous vouliez réagir à ces dernières interventions? Je voulais juste signaler que dans le cadre des 150 ans de l'International Law Association, donc l'association de droit international, 150 ans qui seront célébrés en 2023 à Paris, la présidente du comité d'organisation, le professeur Kessedjian, a lancé une série de livres blancs. Et l'un de ces livres blancs portera sur le droit international de la santé. Et le sujet qu'on a retenu pour ce livre blanc, c'est le One Health. Donc, on est un petit groupe de juristes internationaux, et on va réfléchir à la façon de traduire juridiquement les besoins factuels et concrets liés au One Health. Donc, ce sera aussi une façon, nous les juristes, de mettre une petite pierre à l'édifice du One Health pour aller dans le sens de Patrick Giraudoux. Merci beaucoup. Oui, Patrick. Oui, juste dernière remarque. Pour ceux qui sont intéressés, on vient de produire un cahier de recommandations One Health en pratique suite à une conférence qui avait été préparée le 17 mars, mais il fait 29 mégas. Donc, je n'ai pas osé vous le mettre en ligne. Comment s'il y en a qui sont intéressés, je peux le faire, mais je ne sais pas trop comment. Si je pourrais le mettre en ligne sur la zone atelier jurassien, par exemple. Arnaud, est-ce que tu as, toi, des moyens liés au cycle de conférence? Non, mais on peut envoyer, on enverra un mail aux participants en proposant le lien. dépôt. Ok, ça marche. Donc, je vais le faire sur la zone atelier jurassien. Ça sera techniquement facile pour moi. Magnifique. Alors, c'est le moment de rendre l'antenne, de remercier Hélène de Potter pour cette séance, de remercier tous les participants pour ces 24 semaines de séminaire qui a commencé en plein milieu du confinement. Pour les spectateurs de YouTube, leur dire de continuer à regarder cette chaîne. Je pense qu'il y aura un livre, il y aura certainement des séances ou quelque chose autour de la confection du livre quand ça viendra. Il faut rester connecté. Tu veux ajouter quelque chose, Patrick? Non, si ce n'est insister sur le fait que la rédaction de ce livre, on est encore très en amont, on n'a encore pas une idée claire sur exactement ce qu'on veut faire, mais par contre, on aimerait réaliser des co-rédactions de chapitres qui pourraient être à un moment donné des ateliers qui ressembleraient aux discussions qu'on a là. C'est-à-dire qu'un spécialiste ou qu'un groupe de spécialistes, plusieurs spécialités, produisent un chapitre, mais qu'en même temps, ce chapitre soit soumis à discussion et que la matière à ces discussions peut être réinjectée dedans, donc de façon dynamique. C'est peut-être un petit peu ambitieux, mais ça me semblerait original. En tout cas, favoriser la pensée pluridisciplinaire. Ok. Je vais arrêter l'enregistrement. On va dire au revoir aux spectateurs en leur disant de garder un œil sur cette chaîne YouTube. La suite des aventures pourrait y apparaître.